Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce vendredi. Comme promis, nous poursuivons avec la partie sur les drones russes survolant la Pologne. Je vais tout vous raconter sur ce qui s'est passé depuis mercredi jusqu'à vendredi. Nous avons obtenu beaucoup de nouvelles informations et certaines de mes prévisions se sont avérées vraies. Par exemple, il est maintenant confirmé qu'au total, 19 drones sont entrés en Pologne et que l'armée de l'air polonaise en a détruit 4 au total. Ce qui a également été confirmé, ce qui est une information très étrange, c'est que les Biélorusses ont en fait averti les Polonais que ces drones entraient dans l'espace aérien polonais. Ce qui nous donne l'idée que peut-être les Russes voulaient que la Pologne le sache. Ainsi, les Russes peuvent mesurer la rapidité de l'armée de l'air, la vitesse de réaction, sa puissance, combien ils sont capables d'abattre, combien de temps cela prend. Il vous l'avait dit que les Polonais sachent et ils l'ont su. L'armée de l'air a décollé en urgence. Nous allons également passer en revue toutes les vidéos et photos qui ont un quelconque lien avec cela. Par exemple, voici une vidéo de la région de Lublin en Pologne où l'on voit clairement l'un des drones abattus tomber du ciel. Au total, seulement 4 ont été abattus, les autres sont tombés d'eux-mêmes. C'est pour garantir que l'information vient de la bonne source. Le Premier ministre polonais lui-même a déclaré que 4 des 19 drones avaient été abattus. Ce ne sont pas des statistiques très impressionnantes, surtout si l'on considère que des F-16 et des F-35 ont décollé. Les forces aériennes de 4 pays ont été mobilisées à cause de cette attaque et seulement 4 drones ont été abattus. J'aurais aimé voir un chiffre plus élevé. Ils auraient encore dû être tous abattus et localisés dès leur entrée dans l'espace aérien de l'OTAN, mais ce ne fut pas le cas. Même aujourd'hui, alors que je refais cette vidéo, cela pourrait être différent quand vous la regardez. Vous avez ici plus d'informations. Actuellement, seuls 12 drones ont été localisés, donc les 19 n'ont toujours pas tous été retrouvés. Donc 7 drones sont toujours portés disparus quelque part sur le sol polonais, où certains sont retournés en Ukraine. Nous ne savons pas, je pense qu'on devrait le savoir maintenant. Ça fait 2 jours. 2 de ces drones ont été retrouvés à des dizaines de kilomètres de la capitale, Varsovie. Donc ils ont parcouru tout le chemin jusqu'à la capitale et sont tombés dans un champ là-bas. Ils n'ont pas été abattus là-bas. Cette carte montre tous les lieux où les drones ont été retrouvés. Et notez que l'un d'eux est très proche de Gdańsk, une ville portuaire sur la mer Baltique. Il est presque retourné en Russie, retourné à Kaliningrad. Il est venu de Russie, de Biélorussie ou d'Ukraine, et il est retourné en Russie. C'est très étrange. Il a été trouvé si loin de la frontière. En fait, c'est à presque 500 km de la frontière. Les autres ont été trouvés près des zones frontalières, et 2 d'entre eux ont été trouvés près de Varsovie. Voici la même carte, illustrée cette fois avec des photos de ces drones. Comme vous le voyez, ils ne sont pas tous des Shahed. Il y avait aussi des drones Gerbera Ricon. Aussi, ce que je dois préciser, c'est qu'aucun des Shaheds n'avait d'explosifs. Ils étaient point des leurs, donc cela signifie qu'ils avaient plus de carburant. La zone des explosifs était pleine de carburant. Comme je l'ai mentionné, j'ai personnellement un problème avec le fait que l'armée de l'air de l'OTAN ait pu abattre 4 drones sur 19. Avec des F-16 et F-35, j'aurais aimé voir 19 sur 19, mais même avec ces 4-là, il y a un autre problème, c'est l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Les F-35 néerlandais auraient abattu des drones russes, Jiran Shahad au-dessus de la Pologne, en utilisant des missiles, Air Intercept Missile 9X. Le prix d'un DX-1000, mais en réalité, les drones Shahad coûtent bien plus cher. Ils coûtent entre 50 et 10 000 chacun. Le coût d'un missile, Air Intercept Missile 9X est de 28 millions. Eh bien, ils peuvent être beaucoup moins chers. Ils coûtant entre 1 et 15 millions selon le produit, le lieu et la date de fabrication. Mais quand même s'il coûte 1 million le drone lui-même, est 10 fois, 20 fois bien plus, 2 fois moins cher que le missile. Et en regardant les chiffres que la Russie envoie en Ukraine, le Shah en avait des centaines chaque nuit. Il les abattait avec des F-35 et ces missiles Air Intercept Missile 9X, ce serait une victoire pour les Russes. Rien que parce qu'ils épuiseraient vite tous les missiles de défense anti-aérienne occidentaux. Je parle des missiles solaires. Ce n'est pas la solution.
La solution serait ce que fait l'Ukraine, utiliser tous les autres moyens nécessaires, sauf ceux-ci. Des missiles Air Intercept, missile 9X par exemple, une mitrailleuse Browning qui est automatisée. Des systèmes de visée automatisés y sont attachés, qui détectent les drones et les abattent. Le coût de destruction d'un drone pourrait être aussi bas que 500 à 1000 $, ce qui correspond au prix des munitions pour la Browning. Très bon marché. À présent, les analystes polonais se sont déjà assurés de l'endroit d'où au moins 6 des drones ont été lancés. De Russie, mais lequel? Aéroport? Aérodrome? Désolé, Chatalovo, regardez ici. La carte indique l'emplacement d'où au moins 6 de ces drones pénétrant l'espace aérien polonais ont été lancés, ainsi que les lanceurs identifiés. Voici la piste de l'aérodrome. Il y a 3 sites de lancement, mais la photo n'est pas très bonne. Mais c'est quelque chose de très primitif pour lancer des Shahed. Même si vous détruisez ces sites de lancement, il est très facile de fabriquer ces véhicules de lancement, ces plateformes de lancement, mais c'est très primitif. Donc cela ne sert à rien de les détruire. Mais nous savons où elles se trouvent maintenant. Cette attaque a vraiment secoué l'armée polonaise et ils la prennent très au sérieux. Je vous apporte la vidéo de 3 Black Hawk survolant Varsovie, la capitale de la Pologne. On sait désormais que c'était un vol d'entraînement, mais ils le font maintenant. Très souvent, plusieurs fois par jour, ils s'entraînent à faire voler des Black Hawk depuis la capitale vers les zones frontalières ou pour traquer les Shahed. Parce que nous voyons aussi en Ukraine que les Ukrainiens abattent des Shahed avec des MIA, simplement avec des mitrailleuses. Je vous rappelle que les Shahed sans moteur à réaction sont lents et bruyants. Certains Shahed ont des moteurs à réaction et ne peuvent pas être abattus par des hélicoptères. Mais la majorité de ces drones peuvent être abattus avec des hélicoptères et une mitrailleuse si vous êtes assez précis. La dernière fois, j'ai dit que la Pologne pouvait invoquer l'article 4 de l'OTAN. Maintenant, c'est confirmé. Ils l'ont fait. C'était vraiment étrange, environ 20 minutes après avoir enregistré la vidéo. Donald Tusk avait annoncé qu'ils avaient invoqué l'article 4. Je n'avais simplement pas encore l'information. Mais qu'est-ce que l'OTAN ? L'article 4, on s'y arrête. L'article 5, une attaque contre tous. Une attaque contre un est une attaque contre tous. Mais l'article 4, mes amis, ordonne au Conseil de l'Atlantique Nord de commencer immédiatement des consultations de défense et militaires en cas d'urgence ou de situation urgente lorsque l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties est menacée. Donc c'est essentiellement tous les pays qui se réunissent, discutent et décident très rapidement de ce qu'il faut faire. C'est l'article 4, ils le font maintenant. Mais maintenant, je dois te rappeler un retraité turc. C'est une façon très drôle de le dire. Mais c'était vrai. Je veux dire Erdogan, le dirigeant turc, président ou dictateur, à vous de choisir. En 2015, un Su-24 russe a violé l'espace aérien turc. C'est ce que fait l'armée de l'air russe. Il survole canton et l'Estonie, l'Oleka, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, c'est la Pologne, la Turquie sans se soucier de rien. La différence, c'est que Erdogan a donné l'ordre de l'abattre dès la première minute, dès le début, abattez-le. Depuis lors, les Russes n'ont plus jamais violé l'espace aérien turc. Le pilote est mort. Au fait, Erdogan était comme « La Russie, une puissance nucléaire, entre dans mon espace aérien. Nous allons l'abattre et assumer, leur donner un coup de poing. » À présent, les Russes respectent l'espace aérien turc, mais combien de fois celui de l'Estonie ou de la Pologne est-il violé ? Eh bien, je peux dire qu'en ce qui concerne l'Estonie, c'est au moins 1 fois par mois, peut-être plus. C'est au moins 10 fois par an. Le Premier ministre polonais a déclaré en conférence de presse que la Pologne collaborera étroitement avec les systèmes anti-drones ukrainiens. Nous suivrons les meilleures pratiques, les drones ukrainiens ayant déjà fait leurs preuves au combat, a-t-il ajouté. C'est une situation étrange. Les Ukrainiens sont vraiment doués pour abattre les drones russes à moindre coût. C'est ça l'essentiel. Les missiles Air Intercept. Missiles 9X occidentaux sont très efficaces et précis, mais extrêmement coûteux. Les Ukrainiens peuvent le faire moins cher, mais la Pologne n'est pas encore adaptée. Mon pays, l'Estonie, ne s'est pas adapté. Nous n'avons pas acheté de système comme l'Ukraine. Si des drones russes attaquaient l'Estonie en ce moment, les F-35 en Estonie décolleraient pour les abattre avec des missiles très coûteux. Ce n'est pas la solution.
Avec ça, la Russie pourrait simplement épuiser tous nos missiles très rapidement. L'Ukraine a proposé il y a presque un an que l'Ukraine et la Pologne mettent en place une défense aérienne conjointe, une formation et des forces conjointes pour abattre les drones russes. La Pologne a dit non. Il est temps de dire oui, car la Pologne a besoin de ces systèmes bon marché et efficaces. Ils ne peuvent pas continuer à utiliser ces missiles coûteux, qui sont efficaces contre les avions russes, par exemple les bombardiers russes, mais certainement pas contre les drones. Trop cher. En continuant sur le sujet polonais, je dois passer un peu à la Biélorussie. Car Zapad 2025 a débuté. C'est le plus grand exercice militaire en Russie et en Biélorussie dans les districts militaires de l'Ouest. Et Zapad signifie l'Ouest en russe. Et ils s'entraînent ou répètent généralement la prise du corridor de Suwałki. Chaque année en Russie et Biélorussie, ils font cela lors de Zapad. Cela a commencé aujourd'hui, le 12 septembre. Cela va durer pendant les 4 prochains jours. Et avant cela, la Pologne a fermé toutes ses frontières avec la Biélorussie et la Russie. Je parle de jeudi à minuit hier et de comment ils l'ont fermé. Ils l'ont annoncé quelques jours avant et l'ont fermé à minuit. Quiconque n'est pas passé une minute plus tard, il ne passe plus maintenant, bien sûr. Les Russes et les Biélorusses ont immédiatement réagi. La Russie menace à nouveau la Pologne. Cette fois, les conséquences sont annoncées pour la fermeture de la frontière avec la Biélorussie. Le ministère russe des Affaires étrangères demande la réouverture urgente des postes frontières. La porte-parole Sakharova explique que de telles mesures permettent à la Pologne de justifier une nouvelle escalade des tensions en Europe centrale. La Pologne n'a pas seulement fermé la frontière, elle a également déployé 40 000 soldats supplémentaires dans les zones frontalières. Regardons une vidéo des gardes frontières polonais fermant la frontière. Voilà ce qu'il en était. À minuit pile, ils ont sorti les fils barbelés, tout simplement. Et pas le bus ici, pas le bus qui attend du côté biélorusse. Je veux dire, ils sont remplis de gens qui veulent aller en Pologne, non ? Parce que la Pologne fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est un très bon pays. Eh bien non, ils ne vont pas pouvoir faire ça. C'est à nouveau un rideau de fer. Hier à minuit, le rideau de fer a été rétabli. Je veux dire, il est fait de fer, littéralement, si tu peux le voir. Ils installent encore ces plaques, ce n'est pas totalement fermé. Et voici un autre plan de cette même frontière en train de se fermer. Ce bus ici, ces personnes, elles n'iront pas en Pologne. Elles ne savent pas pour combien de temps. Je veux dire, ça devrait être seulement 4 jours ou 1 mois, mais ça pourrait durer des années. Ces choses-là peuvent notamment devenir incontrôlables très rapidement. Si une menace vient du Bélarus pour la Pologne, ils ne rouvriront pas cette frontière. Et les gens appellent, c'est comme si on ne pouvait plus aller en Pologne. Il n'y a absolument aucun moyen d'aller en Pologne. Dans cette vidéo, vous voyez les forces armées polonaises déployer 40 000 soldats supplémentaires aux frontières. Cela inclut des bataillons de chars entiers. Et bien sûr, les chars ne peuvent pas rouler sur la chaussée pavée. Je veux dire, ils le peuvent, mais ils détruisent ces routes, et en temps de paix, on ne veut pas vraiment détruire ces routes juste pour un passage. C'est donc plus économique en carburant, plus silencieux et meilleur pour les routes et les civils. Pour transporter des chars sur des camions, ce qui est étrange car ils peuvent rouler. Mais encore une fois, l'efficacité énergétique et l'état des routes, vous savez de quoi il s'agit. C'est la façon de faire en temps de paix. Pour mettre fin à cette attaque de drones russes contre la Pologne, pour conclure cette partie, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous lire 5 objectifs différents que la Russie veut atteindre avec cette attaque. Premièrement, tester les paramètres techniques de la défense aérienne polonaise et de l'OTAN. Deuxièmement, tester la réponse politique, d'abord des États-Unis, mais aussi de l'OTAN. Troisièmement, alimenter les tensions polono-ukrainiennes à travers des fermes de bots. Par exemple, des récits comme « L'Ukraine a laissé passer les drones contre les Polonais sont incapables, c'est toi ». Les Russes alimentent toutes sortes de récits différents qui accusent l'Ukraine ou minimisent les capacités polonaises en ligne en ce moment. Quatrième point, alimenter les voix qui disent « Nous avons besoin d'armes pour nous-mêmes, pas pour l'Ukraine ». Et cinquièmement, démoraliser les armées polonaises et de l'OTAN, les élites politiques et la population en humiliant l'OTAN. Ce sont les objectifs dont je parle. Je suis sûr que si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires.
Ce sont 5 objectifs clairs de l'attaque et je pense que la Russie en a atteint quelques-uns. Mes amis, pour la section Buy Me a Coffee de la vidéo d'aujourd'hui, je n'ai pas de nouveaux membres. Cela signifie qu'il n'y a aucun inscrit. Pour changer cela, le lien pour m'offrir un café est dans la description. Description ci-dessous. J'ai décidé de vous lire le commentaire le plus piquant de la dernière vidéo. Peut-être que je le ferai à chaque vidéo désormais. Vous lire le meilleur et le plus salé des commentaires de la précédente. Et le voici. S'il te plaît, Ukraine, appelle ton prochain missile longue portée garantie de sécurité. Comme ça, Poutine obtiendra exactement ce qu'il demande. Vous savez, les Russes demandent toujours ces garanties de sécurité, que l'OTAN ne s'étende pas vers l'Est, et ainsi de suite. Si l'Ukraine envoie un missile nommé garantie en délicentant, mais garantie de sécurité en Russie, celle-ci aura alors ses garanties de sécurité. Je pense que c'est un très bon commentaire. Scott 329.2. Merci pour cela. La prochaine section que nous découvrons maintenant est l'économie russe, qui inclut également la raffinerie de pétrole Bingo. Et je vais la commencer immédiatement avec un aperçu d'août et septembre. Rien qu'en août 2025, les raffineries de pétrole suivantes ont été attaquées. Je ne vais pas toutes vous les lire. Vous pouvez les voir, mais c'est une liste énorme. Et d'autres ont été attaquées en septembre. La situation de l'économie russe, notamment pour l'essence et le diesel en station-service, est très critique. Pour sauver cette situation, les insurgés du Kremlin cherchent des opportunités pour acheter du carburant auprès de la Biélorussie. La Biélorussie n'a que 2 raffineries de pétrole, alors que la Russie en a énormément. Donc ils achètent à la Biélorussie, d'habitude c'est eux qui exportent vers la Biélorussie. Prolongation des restrictions sur l'exportation d'essence, introduction de l'essence. Des coupons acquis. C'est vraiment une pure ambiance d'Union soviétique en réexaminant son plan d'exportation de pétrole pour au moins vendre le brut d'une manière ou d'une autre. Libéré après que les principales raffineries ont été mises hors service. Utilisant toutes les plateformes publiques disponibles pour obtenir une soi-disant trêve énergétique de Kouïev. Cela signifie que certains pays de l'OTAN ou de l'Union européenne qui sont pro-russes veulent les forcer à empêcher l'Ukraine de frapper les raffineries de pétrole russes. Mais passons aux frappes spécifiques. Hier, jeudi, quand les Polonais ont fermé la frontière, les Ukrainiens ont frappé un autre dépôt de pétrole. La nuit dernière, des drones kamikazes ukrainiens ont attaqué le plus grand terminal pétrolier de Russie, Primorsky, situé dans la région de Leningrad. Selon les premières informations, l'un des navires est en train de brûler au terminal pétrolier de Primorsky, situé sur la mer Baltique, dans la région de Saint-Pétersbourg. Regardons la vidéo aussi. C'est quoi ce bordel? Putain, je voulais juste filmer une vidéo, mais où est-ce que ce bordel se passe? J'adore les commentaires de ce russe. C'est croustillant et les sons sont très beaux. Oui, ceux-là sont les sanctions les plus efficaces jamais subies par la Russie. 28 vols sont retardés car Saint-Pétersbourg est dans la zone d'attaque, 13 sont annulés et 11 détournés vers Pulkovo. Plus de 220 drones ont attaqué la nuit dernière, mais ce n'était qu'une seule région russe. Ces attaques, c'était partout. Et après cette attaque, il est maintenant confirmé qu'un pétrolier est en feu sur la mer Baltique. C'est vraiment mauvais pour les poissons, je le sais. Mais honnêtement, ma survie dépend aussi de ces attaques. Alors je dis recommencer. Ce pétrolier est en train de brûler près de Saint-Pétersbourg, juste ici. Je veux dire, l'Estonie n'est qu'à 200 km à l'ouest de cet endroit. Kingisepp ici est une localité russe, mais c'est un nom estonien. King signifie chaussure, Sepp veut dire forgeron en estonien, et Kingisepp était un célèbre communiste du siècle dernier. Alors ils ont nommé leur ville ainsi. Mes amis, je veux vous montrer une analyse détaillée des exportations russes de combustibles fossiles. Cette page ici, energyanclanair.org, nous donne des statistiques très claires sur les exportations russes de combustibles fossiles en 2022. Vous pouvez le voir avec les couleurs. Leur principale hausse de prix et de revenus venait du gazoduc, exporté vers l'Union européenne. Eh bien, vous pouvez voir une baisse très régulière de leurs revenus d'exportation. En 2022, ils gagnaient 1 milliard par jour, désormais environ 500 millions grâce aux exportations de combustibles fossiles. Donc c'est une baisse de 50% de leurs revenus, ce qui est une chute énorme.
En août, les revenus mensuels de la Russie, provenant des exportations de combustibles fossiles, ont connu une baisse de 2% d'un mois à l'autre, atteignant 564 millions d'euros par jour. C'est le 3e mois consécutif où les revenus des exportations de combustibles fossiles russes ont diminué. Les revenus du pétrole brut transporté par voie maritime ont connu une forte baisse de 12% d'un mois à l'autre, atteignant 170 millions d'euros par jour. Qui achète les combustibles fossiles russes? En août 2025, c'est la Chine. La majorité de toutes les ventes vont à la Chine, puis à l'Inde, ensuite à la Turquie et à l'Union européenne. Vous pouvez voir qu'ils sont en train de réduire progressivement. Et d'ici 2027, il n'y aura plus rien. C'est la date limite. Il n'y a plus rien ici. Nous étions numéro 1 il y a 2 ans, mais maintenant nous disparaissons peu à peu. Cela me satisfait. Qu'en est-il des exportations d'essence? Je sais que l'essence est un produit raffiné. Les raffineries de pétrole qui produisent de l'essence ont été détruites. Les exportations d'essence russe depuis le port maritime ont chuté à 0 en août après l'interdiction totale imposée par Moscou. Seulement 128 millions de tonnes ont été expédiées de janvier à août, contre 43 millions l'an dernier, soit une chute de 70% en août. Souvent des acheteurs comme la Libye et le Brésil sont exclus, tandis que la Russie subit des pénuries de carburant de la Sibérie à la Crimée occupée. Et en parlant des pénuries de carburant, je veux juste vous montrer la carte pour visualiser quelles oblasts russes spécifiques connaissent une pénurie critique de carburant. Pénurie d'essence et de diesel dans les stations-service de l'oblast de l'Extrême-Orient. Comme vous pouvez le voir, le rouge indique une pénurie plus importante. Et aussi, à l'ouest, dans la Russie centrale, ils n'ont pas ce problème parce qu'il y a des raffineries ici qui n'ont pas été touchées. Les régions occidentales, très densément peuplées, ont donc un besoin d'essence bien plus élevé. Et où cela se manifeste-t-il? Eh bien sûr, dans ces files d'attente massives, à chaque vidéo, je vous montre une nouvelle vidéo de Russie, d'une file d'attente énorme à une station-service. Celle-ci compte encore plus de 100 voitures. Je pense, regardez jusqu'où elle s'étend avec ce petit détour ici. Je me demande pourquoi. Je veux dire, certaines de ces personnes laissent leur voiture tourner. Si vous laissez votre voiture tourner en attendant dans une file pour de l'essence, franchement, c'est très futile. Vous prenez l'essence et... Ça semble idiot. Elle tourne encore. Et voici la station-service. Je pense que les derniers dans la file, quand ils y arrivent, ils ont attendu pendant environ 12 heures. Il n'y a plus d'essence, tu attends 12 heures pour rien. Imagine comme c'est frustrant. Ceci conclut la section sur l'économie russe. Passons maintenant à la dernière partie sur les lignes de front. Passons en revue 3 des zones les plus chaudes du front. Nous commençons par la direction de Soumy, dans la direction de Soumy. Les forces armées ukrainiennes poursuivent leurs actions de contre-offensive dans la région de Lexivka et ont de nouveau progressé, libérant une autre portion de terre ukrainienne à Lexivka, ce village juste ici. Mais je veux partager la vue d'ensemble. Ne faites pas attention aux icônes à l'écran, ça devient très facile très rapidement. Zoomez sur le nord de l'Ukraine, oblast de Soumy, Oleksivka. Cet établissement, juste ici dans cette petite bande forestière au sud-est d'Oleksivka, c'est là que les Ukrainiens ont avancé. Et immédiatement, vous pouvez voir des frappes aériennes russes pour eux, alignées pour nettoyer cette bande forestière, parce que les Ukrainiens viennent juste de la libérer. Et s'ils continuent ainsi, ils peuvent en se rapprocher très près de la zone urbanisée. La Volksivka est un village brut, avec une seule rangée de maisons le long des rues. Mais s'ils continuent dans l'une de ces maisons, c'est comme ça, ils libèrent le village. Et tout se résume à atteindre le point le plus haut, cette halte au vent. Comment tu appelles ces troupes forcées? Et d'ici à travers le champ la nuit, pour se connecter à ces zones résidentielles. J'adore cette carte car elle montre aussitôt où ont lieu les frappes aériennes russes. Dès que les Ukrainiens libèrent de nouvelles positions, on voit aussitôt frappe aérienne sur frappe aérienne. Ils bombardent l'endroit sans cesse. Nous partons vers Kharkiv depuis Soumy, un peu plus à l'est, toujours au nord de l'Ukraine. Les Russes continuent de lancer des attaques d'infanterie le long de presque toute la ligne défensive ukrainienne. La rive gauche de la rivière Volcha-Volcha avance. C'est une très petite rivière, donc il est difficile de la voir, mais elle suit presque la ligne de front juste ici. Laissez-moi vous le montrer à une plus grande échelle pour que vous puissiez comprendre exactement où nous sommes. Voici Soumy, juste ici.
Nous descendons un peu vers le sud et l'est et nous arrivons à la région de Kharkiv, puis nous arrivons à Vovchansk. Et il y a Une rivière. qui passe ici. Ce n'est pas une large rivière. Si je zoome, vous la voyez. On peut la traverser à la nage. Aucun souci sans la guerre actuelle. Mais encore, oui, elle suit presque la ligne de front et cette zone urbaine. En regardant cette carte, la rivière s'appelle Volcha. C'est presque comme Stalingrad sur la Volga, où les Russes le traversaient, servant de chair à canon pour les Allemands. Eh bien, le fait est que les Ukrainiens contrôlent maintenant cette partie de l'autre côté de la rivière Volcha, et les Russes commettent des crimes de guerre russes en avançant. Je ne vais pas cliquer dessus, mais vous pouvez consulter la carte si vous le souhaitez. Les Russes, ici, n'utilisent pas de frappe aérienne, mais des tirs d'artillerie, ils bombardent l'arrière immédiat de la ligne de front. Vous pouvez le voir, voilà. À Vovchansk, les Ukrainiens envoient davantage de renforts de l'autre côté de cette rivière pour conserver leur position urbanisée, afin de, dans le futur, libérer Vovchansk. S'ils abandonnent, ils seront de l'autre côté de la rivière et il sera difficile de reprendre contact. Mais maintenant, mes amis, nous allons dans la direction préférée de tout le monde, la percée de Dabria-Pilia à Bakrovsk, les années lapins de Dabria-Pilia. Vous pouvez voir la carte juste ici et je vais vous l'ouvrir tout de suite. Mais apparemment, un autre petit groupe de Russes est complètement coupé de leur armée principale. Les Ukrainiens ne contrôlent pas directement ces zones derrière eux, mais ils en ont le contrôle par le feu, ce qui signifie que c'est une zone grise. Les forces de défense ont repris plusieurs positions à l'est de Vladimirka. Les Russes ont été totalement expulsés de Mayak et Pankivka. Nous analyserons ces localités sous peu. En conséquence, les unités russes restantes dans le saillant de Dopropilia ont été coupées, mais pas encerclées. Il y a une différence. Du côté de Nikonarjivka, les forces ukrainiennes exercent une pression sur les unités russes encerclées. D'autres unités russes sont encerclées au nord. Nous verrons la carte plus tard, mais ici, vous voyez Mayak. Les Ukrainiens ne sont pas à Mayak. Ils repoussent les Russes en contrôlant le feu avec des drones et en bombardant ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas envoyé d'infanterie là-bas parce que c'est probablement une mission suicide. Ils ont le contrôle du feu sur cette zone entre Novoderetskaya et Mayak. Les Ukrainiens ont le contrôle du feu, ce qui signifie que les Russes peuvent dire d'abattre en retraite par ici, mais ils seront pris pour cible et très peu d'entre eux s'en sortiront. Donc ici, il est rapporté qu'environ 100 soldats russes sont piégés. Et sur cette carte, vous pouvez le voir encore mieux. Ceci serait apparemment le 3e encerclement des troupes russes dans la section de Tobropilia. Il y en a 2 autres au nord de celle-ci. Et l'Ukraine ne nettoie pas ces encerclements avec de l'infanterie. Non, ils laisseront les Russes mourir de faim, c'est comme ça. Les Ukrainiens tiennent absolument à préserver autant que possible leur infanterie, surtout parce qu'il s'agit de la première unité d'infanterie d'élite du corps Azov. Ne la gaspillez pas inutilement en combat. Si les Russes, pour eux, ils sont encerclés de toute façon, ils vont mourir de faim, ils tenteront des percées désespérées, puis ils seront complètement anéantis. Alors, qui attaque exactement dans cette zone? Quelle était l'armée? L'armée russe ayant percé à Topropilia est-elle maintenant encerclée? Nous parlons ici de la 51e armée russe ex-milice des républiques populaires de Donetsk et Louhansk. L'un des rangs les plus bas dans la hiérarchie de l'armée russe est constitué par les milices des républiques populaires. Ce sont de la chair à canon, c'est comme ça qu'ils sont. Et je vous présente maintenant un observateur militaire ukrainien, Machovitz. Il est très perplexe face aux ordres persistants d'attaquer dans cette zone. Même si la situation sur le terrain a tellement changé. Il n'y a rien à attaquer ni à percer. Les Ukrainiens disposent d'une élite d'infanterie, mais continuent d'attaquer avec les milices. Le commandement de la 51e armée interarmes russe anciennement. Premier corps d'armée de la milice populaire de la République populaire de Donetsk se comporte de manière très très étrange. Par exemple, je ne serais pas surpris si l'offensive de cette armée se transforme bientôt en déroute. Et c'est le cas, car il y a 3 encerclements différents. Maintenant. Elle continue désespérément d'essayer de percer sur les sections précédemment définies, sans tenir compte des récents changements dans la situation tactique opérationnelle dans sa propre zone d'avance. Les changements dont il parle ici, c'est que le premier corps d'Azov a réalisé 3 encerclements des Russes et a repoussé toute la percée.
Mais la 51e armée l'ignore et continue de charger sans relâche, comme si rien n'avait changé. Nous allons percer bientôt. Ils font cela tous les jours. Qui sont les soldats de la 51e armée? Ce groupe spécifique a été capturé et il y a des milices. Tu sais, ils recrutent vraiment les plus bas de l'échelle. Ils sont presque dans les bataillons disciplinaires. S'ils consomment drogue ou alcool, ils seront forcés d'intégrer l'armée comme chair à canon. Ce gars porte une robe, oui, une robe de femme, parce qu'il a dit qu'il s'est sali, ou comment dire ça poliment. Eh bien, il n'a pas pu se retenir, a dû se changer, il n'y avait rien, alors il a mis une robe. Le gaz à côté de lui porte un smoking ou un costume. Ces hommes capturés au front sont des prisonniers de guerre de la 51e armée russe. Et le gars porte une robe, celui à côté porte un costume. Ce gars-là ressemble à un scientifique ou similaire. C'est très étrange. Ce sont les troupes qui attaquent jour après jour, et ce sont les troupes qui meurent de faim dans ces encerclements. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent devenir prisonniers de guerre. S'ils refusent, ils finiront en engrais. C'est ainsi. Le plus grand canal militaire russe sur Telegram, Rebar, rapporte que les Ukrainiens démantèlent très efficacement le système radar russe en Crimée. Voici une carte qui vient des Russes de Rebar, montrant les frappes ukrainiennes en Crimée. Et vous pouvez le voir, c'est le radar de localisation et de surveillance. Un navire, un aéroport. Vochka Pogron Poist. Eh bien, tous ces endroits, principalement sur la côte, ont été détruits. Les radars ont été détruits. Certains d'entre eux datent de l'époque soviétique, et les Russes ne les répareront certainement pas. Les Ukrainiens font de la Crimée une zone de mort, obligeant les Russes à envoyer sans cesse de nouvelles unités de l'armée de l'air et de défense aérienne. Ils le feront, et les Ukrainiens continuent simplement de les frapper. C'est très coûteux pour les unités de défense aérienne de l'armée de l'air russe de défendre la Crimée. Tout ce qu'ils apportent ici est détruit en 2 semaines, ils doivent donc ramener du matériel sans cesse. Par exemple, cela vient juste de se produire, le 10 septembre il y a 2 jours. Un drone ukrainien s'approche d'un navire russe récupéré. C'est un navire de sauvetage, comme vous l'appelez, mais il y a un rebondissement. Les Russes ont converti ces navires de sauvetage, censés non militarisés, en bâtiments de reconnaissance. Ce sont des navires de sauvetage rouges, pour être visibles de tous. Mais les Russes installent des unités de reconnaissance, des technologies de reconnaissance dessus, avec des radars et tout le reste. Oui, les Ukrainiens détruisent pour les radars, mais pas le navire. Mais la partie la plus importante, c'est de faire sauter les systèmes de communication et les vrais radars. Vous pouvez les voir ici. Tout cela est détruit. Et apparemment, le capitaine a été blessé. Maintenant, ce navire était le MPSV 07. Maintenant, je veux juste vous montrer le navire lui-même. Voilà à quoi il ressemble. Il est peint en rouge. C'est entièrement civil, n'est-ce pas? Mais les Russes les transforment en navires de reconnaissance, ce qui constitue un crime de guerre. Les Russes, les reconvertissent en navires de reconnaissance en déguisant leur rôle en celui de sauveteur. Leur système de plongée et sonar avancé suggère que le sabotage ou la manipulation d'objets sous-marins pourrait aussi faire partie de leur mission. Donc oui, les Ukrainiens nous rendent tous un grand service en les éliminant. Et je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui et la section sur la ligne de front avec une vidéo de Kherson. Vous le savez tous, et je n'en ai pas parlé parce que je ne peux pas. Mais il y a des souffrances, à Kherson, où les pilotes de drones russes tentant de traquer sans les civils, ils cherchent juste à en traquer un maximum. Eh bien, ici, les soldats remarquent une babouchka ukrainienne qui entre dans Kherson. Babouchka, vous avez des pirochki? Et c'est ce que font les Russes. Ils voient des personnes âgées chouer d'un marché comme ça. Ils vont les traquer et tenter de les éliminer rapidement. Ces soldats vont s'arrêter et demander immédiatement à la babouchka de monter dans la voiture. Et ils sont pressés parce que les drones russes et les Khdai sont toujours dans les airs dans les zones de Kherson. Et maintenant, ils peuvent transporter les personnes âgées là où c'est nécessaire. Je suis content de voir ça. Je voulais finir la vidéo sur une note légère. Merci d'avoir regardé et d'être revenu, mes amis, mes amers. Je reviendrai pour vous lundi, parce que lundi, mercredi et vendredi, 3 fois par semaine, je publierai des vidéos pour vous. Nous passerons en revue les infos sur la Pologne, examinerons les lignes de front et parlerons de l'économie russe.
Comme nous le faisons dans chaque vidéo, voici à quoi vous pouvez vous attendre. Abonnez-vous à la chaîne, mes amis. Et comme toujours, slava l'Ukraine, au revoir.